Bonjour à tous et merci de m'avoir convié à non seulement lancer les discussions au cours de cette matinée, mais si j'ai bien compris le propos de Yannick Lefebvre, lancer aussi par là même la démarche de club en quelque sorte que le CNAM souhaite mettre en place autour de cette question de l'alternance. Bravo pour cette initiative parce que ce sera un petit peu un des thèmes de mon propos de ce matin. Je pense que l'alternance, c'est toujours une co-construction entre plusieurs partenaires, un organisme de formation bien sûr, mais les entreprises, bien évidemment aussi, et tous ceux qui gravitent autour de ces deux acteurs principaux, notamment ceux qui sont les financeurs, mais qui ne sont pas simplement des gens qui mettent l'argent, la main à la poche pour sortir l'argent, qui sont aussi des gens qui construisent les dispositifs institutionnels qui permettent à de très nombreux jeunes d'avoir une qualification reconnue dans l'entreprise. Il n'y a pas d'alternance réussie sans qu'il y ait cette coopération entre les différents partenaires. Cette coopération prend diverses formes, mais avoir des temps d'échange un peu informels, un peu dégagés des contraintes immédiates de la gestion des dispositifs me paraît tout à fait essentiel pour que l'alternance trouve vraiment son sens. Voilà, alors quelques considérations générales sur l'alternance pour planter en quelque sorte le décor de ce que seront vos travaux, d'abord les travaux dans les ateliers et ensuite les travaux dans le club. J'ai coutume de dire, et je maintiens cette proposition, qu'on n'a jamais autant prêté d'attention à l'alternance que depuis qu'on a failli la tuer. Souvenons-nous de ce qui se passait à la fin des années 70. L'alternance, c'était grosso modo l'apprentissage. C'était principalement l'apprentissage, et l'apprentissage, il était réduit comme peau de chagrin, c'est-à-dire qu'il était concentré essentiellement sur des formations de niveau 5, principalement dans l'artisanat, dans les métiers de bouche, dans l'artisanat d'art, etc., etc. La voie royale, à l'époque, reconnaissons-le, dans notre culture française, c'était la voie scolaire. C'est de ce côté-là qu'apparaissait la modernité, l'apprentissage, la figure de l'arpette, comme on disait autrefois, du gamin qui apprend parfois à coups de pied dans les fesses, ça apparaissait presque comme une figure du passé. Et donc, en dehors de ce périmètre un peu restreint, globalement, quand on entendait les discours politiques ou les discours des pédagogues, on avait l'impression que l'alternance et l'apprentissage en particulier étaient voués petit à petit à une sorte de quasi-disparition. Or, depuis, il s'est passé des choses tout à fait surprenantes. Après tout, si on regarde aujourd'hui, si on prend l'ensemble des jeunes en formation initiale qui sont engagés dans une formation à caractère professionnel, il y en a tout juste la moitié qui se forment par la voie scolaire. Le reste se forme en alternance, soit en contrat d'apprentissage pour à peu près un petit peu plus de 30%, 32%, ou par les contrats de professionnalisation. Donc, aurions-nous changé d'orientation, aurions-nous changé de choix politique en matière de l'alternance? Certainement oui, mais d'une certaine façon, comme j'ai coutume de le dire également, nous l'avons fait en quelque sorte à reculons. Nous restons quand même, j'allais dire idéologiquement, dans un modèle éducatif où la voie d'excellence, c'est d'abord la voie académique, où la maîtrise de savoirs abstraits, de connaissances de nature académique, apparaît comme le moyen d'aller vers les filières d'excellence. La voie professionnelle est quand même, dans l'ensemble, une voie qui est toujours un peu délaissée, vers laquelle on oriente les jeunes, souvent par défaut, reconnaissons-le. Je plains ceux qui ont ce délicat travail de contribuer à l'orientation des élèves, notamment les conseillers d'orientation psychologues, comment agir dans un univers comme celui-là, parce que de toute façon, si vous avez de bons résultats scolaires, la question n'est pas quel métier allez-vous faire, mais quelle section de prestige allez-vous faire. De préférence, la section S, si même vous pouvez prendre l'option maths, c'est encore mieux, et si en fin de terminale, avant même d'avoir passé le bac, vous avez pu préparer un excellent dossier pour une classe préparatoire, vous êtes le roi du terrain. La question de quel métier vais-je faire, dans quel type d'entreprise est-ce que je souhaite être intégré, elle vient après. Ou elle vient précocement pour ceux qu'on a orientés vers un métier que parfois ils n'ont même pas choisi parce que leur résultat scolaire était mauvais. Donc, dans un contexte comme celui-là, et compte tenu de la prééminence du système éducatif de l'éducation nationale dans la construction des parcours de formation, l'alternance a eu quelques difficultés à faire entendre sa petite musique, en quelque sorte.
Et puis petit à petit, c'est venu. Mais quand je dis que nous l'avons construit à reculons, c'est parce qu'à chaque fois qu'on a fait un progrès dans ce domaine, on a eu le sentiment qu'on le faisait soit un peu par la petite porte, soit quelque part en invoquant l'alternance comme une sorte de solution miracle. C'est vrai, par exemple, que des décisions qui, sur le moment, semblaient relativement anodines, ont joué un rôle majeur dans le fait qu'aujourd'hui, l'alternance a considérablement progressé. Je pense, par exemple, tout simplement au fait que l'apprentissage, ça nous paraît étonnant de penser qu'il y a 20 ans, ça n'était pas comme ça, mais l'apprentissage a été ouvert à tous les niveaux de formation. Il a fallu attendre un certain nombre d'années avant qu'en 2003, les partenaires sociaux disent, mais il peut en être de même pour les contrats de professionnalisation. Les contrats de professionnalisation ne sont pas exclusivement réservés à des jeunes qui sont sortis sans rien sur le système éducatif, du système éducatif, et qui se trouvent en difficulté d'insertion sur le marché du travail. Ces deux décisions-là, prises à une bonne dizaine d'années de distance, ont joué un rôle considérable pour que l'apprentissage ne soit pas considéré comme une voie de relégation pour ceux qui ont des difficultés à apprendre et qu'on voue aux apprentissages pratiques sans qu'ils puissent accéder à des connaissances leur donnant véritablement l'intelligence des situations, la maîtrise de leur environnement professionnel. Voilà. Et puis de temps en temps, il y a eu des décisions plus volontaristes, mais au nom de principes dont nous sommes obligés de reconnaître, quand on regarde ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, de principes qui sont pour le moins confus. Nous aurions pu faire un choix tout à fait radical qui est d'adopter un système d'apprentissage à l'allemande, en quelque sorte. Ça n'est pas exactement ce que nous avons fait. Quand, par exemple, sous les gouvernements précédents, on a dit mais il faut absolument développer l'alternance parce que l'alternance c'est une solution pour le chômage des jeunes, avec une sorte de syllogisme, puisqu'en Allemagne ils ont l'apprentissage et qu'il y a moins de chômage des jeunes, on n'a qu'à faire de l'apprentissage, on aura moins de chômage des jeunes en France. Bon. Et numériquement, il suffisait de développer l'alternance pour que le chômage des jeunes baisse. Je suis désolé, mais si c'était vrai, comme nous avons vu augmenter considérablement le nombre d'apprentis, le nombre de contrats de professionnalisation, on devrait déjà, depuis au moins 7, 8, 10 ans, en voir les effets sur le taux de chômage des jeunes en France. Je suis désolé, mais nous sommes toujours en queue de peloton quand nous regardons les statistiques internationales et que nous comparons les enquêtes d'insertion entre les différents pays européens ou les différents pays de l'OCDE. Donc, l'alternance comme solution magique pour résoudre le chômage des jeunes, j'aimerais bien y croire. Est-ce vrai ? Alors, deuxième hypothèse avancée, ou deuxième solution, raison pour laquelle on nous vante les vertus de l'alternance, on nous dit, mais vous voyez bien, c'est une pédagogie différente, et c'est une façon de se former qui est beaucoup plus adaptée à des jeunes qui ont du sens pratique, qui ont une intelligence pratique et qui ne sont pas nécessairement faits pour des apprentissages théoriques. Oui, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'un certain nombre de jeunes sont immédiatement plus à l'aise quand on les confronte à des situations et qu'ils vont chercher les ressources intellectuelles dont ils ont besoin pour progresser dans ces situations, plutôt que d'apprendre des choses qui sont rangées dans des disciplines, des matières, etc., qu'ils vont ensuite appliquer dans des situations qui sont des situations pratiques. Pour autant, si je me réfère aux travaux récents qui ont été faits sur le sujet, est-ce que nous avons beaucoup progressé du point de vue de la pédagogie de l'alternance? Et est-ce que l'alternance en tant que telle, parce que tout simplement on a un contrat de travail et qu'on alterne les périodes où on est en formation formelle et les périodes où on est en formation en situation de travail, est-ce que pour autant ce modèle-là est toujours pertinent? Au fond, nous n'en sommes pas bien sûrs. Prenons simplement deux phénomènes. Celui de la mémorisation et celui de la répétitivité, qui sont deux thèmes qui sont régulièrement travaillés par les gens qui sont des spécialistes de la didactique professionnelle et des processus d'apprentissage. C'est vrai que exécuter une tâche, avoir l'intelligence de cette tâche et de la situation de travail à résoudre, et s'arrêter là, ça ne permet pas forcément une mémorisation, ça ne permet pas forcément de rentrer dans cette répétitivité qui fait qu'à un moment donné, vous allez véritablement maîtriser la situation. Il faut souvent répéter la même chose dans des situations qui sont légèrement différentes, et au bout de 2-3 fois, cette variabilité est ce qui va vous permettre de construire, les psychologues diraient, le schéma opératoire qui effectivement fait qu'il y a eu réellement processus d'apprentissage. Quand vous passez avec des rythmes d'alternance qui sont parfois bizarrement construits de la situation d'apprentissage formel à la situation d'apprentissage pratique, est-ce que ce processus de répétitivité est suffisamment efficace? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux
un tuteur qui consacre du temps dans l'entreprise, qui observe comment le jeune fait, et puis l'amener progressivement à découvrir des situations légèrement différentes, etc. Et auquel cas, est-ce qu'on n'aboutirait pas à un résultat plus pertinent? Souvent, l'alternance est une alternance de juxtaposition. On trouve que parce qu'on travaille, c'est bon, hein, parce que quelque part on gage de la matière et puis que voilà, on est au pied du mur, on met les mains dans la graisse. Ça a des vertus morales. Et puis à côté de ça, il y a des enseignants qui continuent à enseigner à des jeunes en alternance comme ils enseigneraient s'ils étaient dans un lycée professionnel, dans une situation qui n'est pas une situation d'alternance sous contrat de travail. Donc je ne nie pas, je suis même convaincu personnellement, que l'alternance a des vertus pédagogiques. Mais a-t-on suffisamment réfléchi? Lesquelles et sous quelles conditions? Alors, voyons aussi que, finalement, dans cet engouement pour l'alternance, il y a eu des choses extrêmement contradictoires du point de vue du public visé. On nous dit, par exemple, aujourd'hui, regardez, les écoles d'ingénieurs se sont ouvertes à l'alternance et finalement construisent des filières d'excellence parce que on développe des cursus de formation d'ingénieurs par alternance. Mais dans le même temps, on nous dit il n'y a rien de mieux que l'alternance pour récupérer des jeunes qui sont, comme on le dit, des décrocheurs. Moi, je préfère les appeler des décrochés, parce que c'est pas eux qui décrochent, c'est le système qui les fait décrocher. Et donc, pour ceux-là, qui sont vraiment sortis par la petite porte du système éducatif, l'alternance est une bonne chose. Alors, serait-elle à ce point vertueuse qu'elle permette à la fois de former des ingénieurs de très haut niveau dans des filières d'excellence, meilleures encore que la formation sous statut universitaire, etc., et pour permettre à des jeunes de très faible niveau de réussir? Voilà, donc il y a des discours qui sont très contradictoires. Avec une volonté politique, malgré tout, je constate qu'il y a une certaine constance. On aurait pu penser, par exemple, qu'avec le changement politique qui a eu lieu il y a quelques mois en France, on serait passé du discours tout pour l'alternance, avec une sorte de suspicion à l'égard de ce qui se passe dans le système éducatif, des profs qui n'ont jamais exercé le métier qu'ils apprennent, un goût pour l'académisme, un système qui sélectionne sur des bases qui n'ont rien à voir avec l'aptitude à maîtriser des activités professionnelles, à développer des compétences. Donc on voit bien comment, du côté du discours qui est plutôt situé à droite dans l'échiquier politique, il y a cette espèce de réticence et cette espèce d'engouement pour l'alternance. Changement politique, on aurait pu penser qu'effectivement on allait avoir des propos beaucoup plus modérés sur l'alternance. Or, regardez les déclarations de M. Repentin sur l'alternance, il maintient le cap. Alors, il y a des variations sur les chiffres. Nicolas Sarkozy disait 1 million de jeunes en alternance, avant qu'on lui dise « Attendez, c'est peut-être un peu exagéré, Monsieur le Président », donc il était redescendu plus raisonnablement à 800 000. Aujourd'hui, M. Repentin dit 500 000 en apprentissage. 500 000 en apprentissage, plus ceux qui sont en contrat pro, on est dans les objectifs quantitatifs qui sont identiques. Je dirais heureusement, parce que si l'alternance devait changer de cap à chaque fois qu'il y a un changement politique, cette espèce d'avancée à reculons qu'on a faite étape par étape, sans trop le dire, sans construire un modèle qui soit véritablement partagé par tout le monde, risquerait pour le coup d'être extrêmement fragilisé. D'ailleurs, je constate également que les pouvoirs publics, le gouvernement actuel, ne remet pas en cause non plus la politique qui a été voulue par les gouvernements précédents, consistant à dire qu'il devait y avoir un nombre, une proportion de jeunes en alternance par rapport à l'ensemble des salariés d'une entreprise, 3-4% avec un dispositif de bonus-malus. Tout ça n'est peut-être pas complètement efficace, mais ça donne un signal extrêmement fort aux entreprises. L'alternance devrait être un mode normal d'intégration des jeunes dans l'entreprise, devrait faire partie des outils, des leviers importants dans une politique de recrutement et de renouvellement de la main-d'œuvre et des qualifications dans l'entreprise. Ce dispositif-là, qui a contribué incontestablement à augmenter le nombre de jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, n'a pas été remis en cause, en tout cas jusqu'à présent, par le gouvernement actuel. Mais comprenons bien qu'à travers tout ça, même si nous le faisons à la française, c'est-à-dire avec de temps en temps des grands débats idéologiques, il faut à tout prix qu'on construise la doctrine, qu'on appelle les pères fondateurs, etc., etc. Bon, et puis le lendemain, on est essoufflé par ces débats idéologiques et pragmatiquement on finit par construire les choses en essayant d'expérimenter, en essayant petit à petit de développer ce qui semble bien marcher et au contraire de mettre la pédale du frein sur ce qui marche moins bien. À travers tout ça, ce que nous construisons, c'est malgré tout un dispositif qui est d'abord institutionnel et une politique vis-à-vis de la formation professionnelle en France. Bon. Je le redis, nous n'avons pas fait les mêmes choix que les Allemands. Et dire il suffit d'augmenter le nombre d'apprentis pour avoir les bénéfices qu'ont obtenus les Allemands, c'est une illusion si nous ne construisons pas
tout ce que les Allemands ont construit. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de le construire. Alors je ne vais pas vous faire un long discours sur le dispositif d'alternance et d'apprentissage en Allemagne. Je voudrais simplement souligner un ou deux points qui sont absolument essentiels. Si le dispositif allemand fonctionne plutôt bien, s'il donne des résultats en termes d'insertion professionnelle qui sont positifs, c'est notamment parce que l'aboutissement des contrats en alternance, du système dual à l'allemande, mais c'est d'ailleurs un peu la même chose pour les écoles professionnelles à plein temps, parce que les Allemands en ont aussi, débouchent sur des qualifications qui sont véritablement reconnues par les entreprises, dont la discussion qui résulte d'une discussion extrêmement serrée entre les partenaires sociaux, ce qui fait qu'un jeune qui est titulaire d'un de ces diplômes est immédiatement reconnu comme un professionnel qualifié sur le marché du travail. Du même coup, beaucoup de jeunes Allemands ont choisi cette voie du système dual parce qu'ils savent qu'à la sortie, ils ont non pas une garantie d'emploi, mais une probabilité très forte d'être embauchés et d'être embauchés à un niveau de rémunération avec une reconnaissance dans l'entreprise qui est celle que vaut le diplôme sur le marché du travail. Élément qui est absolument fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est que le système allemand a été construit de telle sorte que le système dual débouche sur un niveau de diplôme, pour reprendre une expression bien française, qui est à peu près l'équivalent de nos bac plus 2, si on veut. Mais, à la limite, je n'irai même pas. Parce qu'au fond, il s'agit de former des opérateurs qualifiés, aussi bien dans l'industrie que dans les services. Et non pas de former des techniciens supérieurs ou des agents de maîtrise. Pour devenir technicien supérieur ou agent de maîtrise en Allemagne, on commence par passer par le système dual, on obtient un diplôme d'opérateur qualifié, si on veut, et la marche supplémentaire, la possibilité de devenir technicien supérieur ou agent de maîtrise, pour prendre un vocabulaire français, techniker ou meister dans le vocabulaire allemand, eh bien, cette possibilité-là, elle existe, mais elle existe par la formation continue, par une formation continue tout à fait substantielle. Donc, on a construit le système allemand, au fond, en ayant d'abord un socle de professionnalisme et ensuite en ouvrant des possibilités de progression professionnelle. Ce système a permis aux Allemands d'avoir une main-d'œuvre de très haut niveau et en particulier d'avoir une main-d'œuvre particulièrement compétente sur tous ces niveaux intermédiaires de techniciens supérieurs et de maîtrise. Il y a eu des comparaisons tout à fait intéressantes qui ont été faites entre les États-Unis et l'Allemagne et qui montrent que probablement une des faiblesses de l'industrie américaine tient au fait que non seulement l'enseignement professionnel y est peu développé, mais que la construction de ces qualifications intermédiaires, des gens qui ne sont pas tout à fait nos cadres supérieurs et ingénieurs passés par des grandes écoles qui savent tout faire, mais qui finalement n'ont jamais foutu les pieds dans un atelier, et les gens qui sont des opérateurs qualifiés de premier niveau de qualification. Cet échelon intermédiaire joue un rôle absolument essentiel dans les performances et la compétitivité des entreprises. La vertu du système allemand, c'est d'avoir construit leur système de formation professionnelle pour répondre à cette exigence-là. Nous n'en sommes pas là. Nous continuons à nous battre avec des 358, des LMD, et nous sommes obsédés par la question du niveau. Et reconnaissons que, finalement, un des défauts du système français, c'est de prétendre former en formation initiale à tous les niveaux de qualification. Si vous voulez rentrer comme technicien ou agent de maîtrise, eh bien, il faut que vous ayez un DUT ou un BTS. Si vous rentrez à un niveau d'opérateur qualifié, c'est plutôt le niveau du baccalauréat professionnel. Quand on imagine que dans une entreprise, l'intérêt, c'est d'avoir des techniciens supérieurs, des agents de maîtrise qui sont rentrés avec un baccalauréat professionnel et qu'on amène au niveau technicien et agent de maîtrise par la formation continue, l'idée est intéressante. En pratique, dans combien d'entreprises favorise-t-on la progression professionnelle et la promotion sociale de gens qui sont rentrés avec un baccalauréat professionnel? Qui plus est, le baccalauréat professionnel est relativement peu reconnu dans les entreprises. Discuter avec les employeurs, il y en a un certain nombre dans cette salle, ils diront peut-être le contraire tout à l'heure, mais au fond, quand ils recrutent sur des premiers niveaux de qualification, ils cherchent ce qu'ils appellent souvent un bon bac pro. Il y a 20 ans, on cherchait un bon CAP. Bon. Le bac pro, c'est substitué en quelque sorte au CAP, dans une certaine mesure, et dans certains domaines en tout cas, dévaloriser le CAP. Comme on avait une politique très généreuse de 80% de génération niveau bac, on a poussé. Bon, très bien, on a poussé essentiellement par le développement des baccalauréats professionnels. Regardez quel est réellement le niveau d'aptitude, de compétence et de connaissance d'un bachelier professionnel, et est-ce que véritablement c'est quelqu'un qui, quand il va être mis dans un poste de travail, a déjà un degré d'autonomie important? Probablement non.
Ne serait-ce que parce que, tant qu'on n'est pas dans un dispositif de formation par alternance, eh bien, on se forme au baccalauréat professionnel dans des lycées professionnels qui ont de l'excellence, indéniablement, pour la transmission de savoir académique. Mais regardez qui sont les enseignants dans les lycées professionnels. Ce sont en général des jeunes qui ont fait un DUT, qui ont fait une licence professionnelle, qui ont passé un concours d'enseignement, mais qui sont très loin des réalités des situations de travail. Donc la reconnaissance des diplômes est affaiblie par le fait que les formations qui sont dispensées en France sont des formations qui sont de qualité sur le plan pédagogique, je ne nie pas ça du tout, mais qui, d'une certaine manière, ne garantissent pas à l'employeur que la personne qui est détentrice du diplôme a une vraie autonomie professionnelle, une vraie capacité d'occuper son emploi et de continuer à progresser dans l'entreprise. C'est très significatif, je cite souvent cette enquête parce que je la trouve très révélatrice. Quand on regarde quelle est la composition des équipes dirigeantes de toutes les entreprises industrielles ou services de taille moyenne en Allemagne, et elles sont nombreuses, et quand on regarde des entreprises analogues en France, eh bien la composition des équipes dirigeantes en Allemagne, c'est tout à fait significatif. Elle est composée en majorité de gens qui sont passés par le système dual, qui ont continué vers le grade de Meister ou vers le grade de Techniker, etc., et qui un jour, logiquement et naturellement, occupent des positions de dirigeants dans l'entreprise. Dans les mêmes entreprises en France, vous trouvez beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup d'écoles de commerce, pratiquement personne qui sont montées par le rang. Interrogeons-nous après sur la comparaison entre les performances des entreprises allemandes et des entreprises françaises. Il y a peut-être là une raison. Il y a peut-être là une raison. C'est pas la seule, mais il me semble qu'il y en a eu. Voilà, donc l'enjeu c'est bien de, alors que nous avons pragmatiquement avancé, parfois un petit peu à reculons, et qu'aujourd'hui nous sommes pas loin d'avoir des flux d'embauche en alternance annuels qui sont entre 450 et 500 000, comment petit à petit donnons-nous les conditions pour que cette alternance soit une alternance de qualité et que, pour reprendre l'expression qui est ici, ce soit vraiment une filière de l'excellence. Il y a sans doute beaucoup à faire. Alors je ne vais pas évoquer toutes les pistes de travail possibles, je voudrais en évoquer 2 ou 3. D'abord, reconnaissons que dans cette précipitation pour tout à coup développer l'alternance parce qu'elle aurait toutes les vertus, on a parfois fait un peu n'importe quoi. Nous nous glorifions par exemple d'avoir développé l'alternance dans l'enseignement supérieur. Très bien, en soi, ça a eu des effets très positifs, et en particulier de dégager l'image de l'alternance comme liée justement au niveau 5 dans les métiers de l'artisanat, dans les métiers de bouche, etc., etc. La contrepartie, c'est qu'on voit parfois des cursus de formation dans l'enseignement supérieur, à l'université, mais parfois aussi dans des écoles de commerce, qui sont exactement comme avant, sauf que maintenant, il y a collé étiquette alternance ou apprentissage, et qu'en plus, il y a du financement qui vient par l'intermédiaire des octaves. Bon. Il se trouve que pendant 2 ans, j'ai fait l'enseignement à l'université de Dauphine, dans un master RH, dont on m'a dit c'est un master RH en apprentissage. Tous nos élèves, là, de ce master RH sont en réalité des apprentis. Bon, très bien. Bon. Je connaissais le système parce que j'avais accueilli moi-même, quand j'étais conseiller du DRH de Veolia Environnement, un des jeunes qui avait suivi ce master, et il était apprenti. Bon, alors d'abord ce que je constate, c'est que du point de vue des rythmes de l'alternance, c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire que on fait le programme habituel du master RH en 5 mois et demi. De septembre à février. Chut, c'est du condensé. Puis après ça, chut, on laisse les jeunes dans l'entreprise parce que c'est quand même de l'apprentissage. Le tutorat interne aux équipes pédagogiques, il est restreint, je peux vous le dire. Bon. Alors bien sûr, il y a des regroupements. De temps en temps, les apprentis ne sont pas en entreprise toute la semaine, etc. De temps en temps, il y a des regroupements. Mais est-ce qu'on a vraiment pensé une pédagogie de l'alternance, ou est-ce que simplement on se dit ils auront d'autant plus de chances de trouver un job à la sortie que quelque part ils auront non seulement suivi des cours d'enseignants fort savants, mais en plus ils auront déjà un début d'expérience professionnelle. Auquel cas, il faudrait peut-être faire le master dans des conditions plus raisonnables et moins au pas de cavalerie, et essayer après d'avoir un stage tutoré intelligemment fait. Mais évidemment, pour Dauphine, ça rapporte moins de sous. Alors j'avais quand même fait observer ça à des gens de l'équipe enseignante, bon, qui m'ont écouté d'un œil très distrait. Hein. Mais l'année suivante, il se trouve qu'il y a eu ces mesures pour dire, attention, il devait y avoir au moins 3% d'apprentis ou d'alternants dans les entreprises, etc. Et puis on est passé à 4%, etc. Du coup, panique à bord dans un certain nombre d'entreprises. Je vais me faire engueuler par le PDG, on va être obligé de payer des malus, donc il faut qu'on ait le nombre nécessaire. Et à ce moment-là qu'on fait un certain nombre d'entreprises. Ouh là là, attention, de grâce, qu'on ne nous envoie pas des gamins qui sont sortis la gueule de travers du système éducatif et qu'on va nous caser pour qu'ils préparent un CAP dans l'entreprise. Non, non.
tant qu'à faire d'avoir des alternants, autant avoir le dessus du panier. Coup de téléphone dans un certain nombre d'écoles de commerce, d'universités de prestige comme Dauphine, etc. Dites donc, vous ne pourriez pas nous en envoyer 2 ou 3? Bon. Du côté de l'entreprise, quand on recrute des apprentis comme ça, est-ce que véritablement on est contributif à la qualification du jeune ou est-ce qu'on se dit c'est un stagiaire de plus? Il m'est arrivé d'écrire dans un numéro de la revue Éducation permanente, un des 2 numéros qui traite de l'apprentissage, trop de stages tuent l'alternance. Finalement, dans l'entreprise, il y a un jeune qui est en stage pendant 3-4 mois parce qu'il est dans un cursus qui n'est pas un cursus alternance ou contrat de travail. Il y a un apprenti, il y a un contrat de pro. On finit par ne plus faire la différence. On accueille des jeunes, voilà. Avec cet effet négatif que, dans beaucoup d'entreprises, on a pris l'habitude de dire, de toute façon, embaucher un jeune dans des conditions normales, en CDI, etc., non. On embauche un jeune parce qu'il y a une mesure jeune. Et l'alternance fait partie des mesures jeunes. Mais est-ce qu'on a véritablement intégré l'alternance, les contrats d'apprentissage, les contrats de pro, dans une stratégie de recrutement et de renouvellement de la main-d'œuvre? Dans certaines entreprises, indéniablement, oui. Il y a même des entreprises qui vont au-delà. Je pense par exemple à une entreprise comme Schneider, qui prend beaucoup plus d'apprentis qu'elle n'en a besoin par rapport à ses perspectives de besoin en main-d'œuvre qualifiée, mais qui estime qu'à travers cette action-là, elle qualifie véritablement des jeunes, dont certains iront dans des entreprises qui sont co-traitantes ou sous-traitantes de Schneider. Et d'ailleurs, elle les aide à se reclasser dans ces entreprises-là. Là, il y a vraiment une volonté de faire de l'entreprise un partenaire dans la co-construction de la qualification des jeunes. Alors, comme nous avons été vite, comme nous avons été de manière souvent un peu bricolée ou à reculons dans tout ça reste quand même très largement à construire. Donc, je pense qu'il y a une première piste, incontestablement, qui est peut-être la plus importante, qui est de savoir comment maintenant, avec une alternance qui s'est relativement banalisée, qui n'est plus cette chose dont parlait Bertrand Schwartz au début des années 80, comme s'il s'agissait d'en faire un truc militant. Bon, heureusement, ça s'est banalisé. J'en veux pour preuve que si vous êtes étudiant et que vous êtes en apprentissage à l'ESCP, AP, à l'ESSEC, etc., vous n'hésitez pas à dire, quand vous êtes dans une bande de copains, oui, je fais ma formation par apprentissage. Avant, t'es apprenti. Non, il vaut mieux être étudiant quand même. Bon. Petit à petit, l'alternance s'est banalisée au bon sens du terme. Il nous reste aujourd'hui à en faire véritablement un système de co-construction de la qualification entre les entreprises et les jeunes. Je pense aussi que, à travers l'alternance et ce qu'elle permet, effectivement, il nous faut aussi construire véritablement l'excellence professionnelle. Au fond, un des enjeux de société, un des enjeux majeurs auxquels nous serons confrontés dans les 10, 15 ou 20 prochaines années, c'est effectivement de sortir de cette logique académique que j'évoquais tout à l'heure. Non pas pour dire que nous n'avons pas besoin de formation académique de très haut niveau. Nous en avons besoin, mais en petit nombre. Et quand on essaie à tout prix de vouloir absolument professionnaliser des cursus d'enseignement supérieur avec des enseignants qui eux-mêmes ne savent pas ce que c'est qu'exercer un métier, je crains qu'à un moment donné, on aille vers des déboires. En revanche, effectivement, faire de l'alternance une véritable filière d'excellence, oui, ça c'est un enjeu majeur. Ne serait-ce que pour que petit à petit dans notre société, on considère que avoir appris un métier, savoir exercer des fonctions dans une entreprise, c'est d'égale dignité par rapport à savoir résoudre des équations de 3e degré ou savoir résoudre des intégrales. À travers l'alternance, c'est aussi ça que nous construisons. Donc il faut que ce soit considéré comme une filière d'excellence et pas comme une filière de relégation. Alors 2 exemples auxquels Yannick a fait allusion tout à l'heure, Yannick Lefebvre a fait allusion tout à l'heure, et des exemples que je connais bien pour les avoir portés au sein du CNAM. Il a évoqué l'Institut Vaucanson et l'école Vaucanson. De quoi s'agit-il ? L'initiative de cette affaire revient à plusieurs personnes, en particulier à Jean-Pierre Boisivon, qui a été directeur de l'ESSEC, mais qui connaît à fond le système éducatif français. Et il a été soutenu dans cette initiative par 2 grands patrons, qui sont Michel Pébreau et l'ex-patron de Schneider, qui est toujours président du conseil de surveillance, Henri Lachmann. Et c'est finalement le CNAM qui a été désigné par la ministre de l'Enseignement supérieur pour porter ce dispositif. Ce que nous cherchons à faire, c'est la chose suivante. Il y a à peu près 130 000 jeunes qui arrivent, qui passent un baccalauréat professionnel chaque année. Certains ont envie de continuer, et probablement ils en ont les capacités. Vous savez très bien que quand ils se dirigent vers un IUT, on leur préfère les bacheliers généraux. Pour aller vers un BTS, souvent on préfère les bacheliers technologiques. Si c'est un BTS qui est dans leur propre lycée, alors là oui peut-être s'ils ont été repérés comme des bons éléments. Mais sinon, ils ont y compris des difficultés à rentrer dans les BTS. Un certain nombre d'entre eux, ayant un bac, ont droit de rentrer à l'université et rentrent à l'université, avec un taux d'échec
qui est énorme, énorme. Donc le baccalauréat professionnel, qui a été conçu, je le rappelle, comme un diplôme de sortie sur le marché du travail, ne peut plus l'être totalement, ne serait-ce que si nous voulons atteindre les objectifs qui sont fixés au niveau européen, c'est-à-dire avoir 50% de génération qui a un diplôme postérieur à l'enseignement secondaire. Qui plus est, ce que je disais tout à l'heure sur le bac pro, le fait qu'il s'est peu à peu substitué au CAP, mais que le niveau de rémunération proposé à un jeune qui a un bac pro dans une entreprise n'est guère supérieur à ce qu'on proposait autrefois à quelqu'un qui avait un CAP. Donc ça provoque chez les jeunes et leurs familles une envie d'aller plus loin. Et il faut que nous trouvions des réponses à cette envie. Alors des réponses, il y en a plusieurs, mais Vaucanson est une de ces réponses. Ce que nous proposons à ces jeunes, c'est d'entrer dans un parcours de formation en leur proposant d'aller éventuellement jusqu'à Bac plus 5. Soit dans une filière d'ingénierie industrielle, soit dans une filière gestion-management. Alors il y a un premier palier à la licence, et puis après ça, ils ont la possibilité d'aller jusqu'à un master. Mais cette formation se fait entièrement en apprentissage. Avec un principe simple, c'est que ces jeunes ont un rapport au savoir, un rapport à la connaissance qui est parfois un peu douloureux, qu'il y a un travail, comme le disent les pédagogues, de remédiation par rapport à la connaissance qui est à faire, et que si nous les mettons en apprentissage, non seulement ils vont disposer d'un salaire, d'une rémunération, même si elle n'est pas considérable, c'est très important pour des jeunes qui souvent sont issus du milieu populaire, souvent sont issus de l'immigration, etc. Et nous pratiquons par ailleurs une pédagogie qui est une pédagogie par projet, en essayant de mettre en tension des apprentissages formels qu'on leur fait faire dans le cadre du CFA du CNAM, dans le cadre de l'école Vaucanson, et les apprentissages qui se font en situation de travail. L'originalité de cette solution, par rapport à d'autres pistes qui ont été ouvertes pour les bacheliers professionnels, c'est que nous ne leur disons pas malheureusement pour vous, vous n'étiez pas bon, vous avez été orienté vers l'apprentissage d'un métier, mais finalement il s'avère que vous avez quand même des capacités, alors on va vous faire une année de rattrapage, vous allez faire des maths et du français, de l'histoire géo, à vous en foutre plein la tête, et puis vous allez rejoindre le général. Parce que en France, réussir, c'est rejoindre le général. Donc faites oublier d'où vous venez. Un peu comme les jeunes qu'on prend à Sciences Po avec un concours spécial quand ils viennent des zones difficiles. On les fait rentrer par une voie d'accès un peu particulière, mais on leur dit une fois que vous êtes passé par cette voie d'accès, faites oublier que vous y êtes passé. Faites comme tout le monde, fondez-vous dans la masse. Nous donnons le discours presque inverse aux jeunes qui rentrent dans Vaucanson. Nous leur disons que vous avez appris un métier, vous êtes des gens de métier, vous allez exercer ce métier dans l'entreprise. Et vous allez l'exercer parce que vous êtes apprenti. Mais en même temps que vous allez progresser dans votre métier, que vous allez en découvrir toutes les facettes, que vous allez petit à petit assumer des tâches de plus en plus complexes, nous allons vous donner à l'école Vaucanson les ressources intellectuelles nécessaires pour que vous ayez l'intelligence de la tâche, pour que vous ayez la capacité de modéliser un problème, pour que vous compreniez le contexte économique de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, etc. Voilà. Donc, nous cherchons bien à en faire une sorte de voie d'excellence pour les bacheliers professionnels. Quand nous avons discuté de ça avec un certain nombre de grands patrons des entreprises françaises, ils nous ont tous dit « bravo, allez-y ». Enfin, un projet qui nous sort de cette espèce de modèle dominant de l'académisme à la française, d'un système qui fonctionne sur la sélection par l'intelligence abstraite. Enfin, un dispositif qui permet de véritablement valoriser les gens qui sont passés par la voie professionnelle. Et quel signal on donne à des jeunes et à leurs familles qui vont vers un lycée professionnel. Vous n'y êtes pas seulement comme ça, parce que c'est une voie de relégation avec une impasse au bout qui s'appelle le bac pro, mais si vous êtes bon, si vous êtes motivé, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à cette reconnaissance qui est l'obtention d'un master. Et après tout, peut-être demain, exercerez-vous des responsabilités qui ne seront pas exactement les mêmes que celles des gens qui sortent d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur, parce que vous n'aurez pas le même profil. Mais en termes de niveau de responsabilité, vous devez être capable aussi d'assumer des choses qui sont de même nature. Voilà, donc expérience très originale, très bonne réceptivité de la part d'un certain nombre d'employeurs, de grands patrons qui nous ont dit c'est une excellente idée, allez-y. Je tiens quand même à préciser que quand on descend dans les étages et qu'on voit un chef d'atelier, il nous dit attendez, vous êtes gentil, mais un jeune qu'on va prendre avec un bac pro, moi je préfère les BTS ou les DUT. Hein. Alors en plus, il veut rester là 5 ans. Et en plus, au bout de 5 ans, il aura un master. Et quelque part, il espère avoir un poste de cadre. Attendez, moi je suis technicien supérieur, je dirige cet atelier depuis 10 ans, et là les petits gosses, là, ils ont même pas leur BTS et vous leur promettez bac plus 5. Attendez, vous êtes gentil. Bon, mais nous on les prend pas. Hein. Bon. Donc, je caricature à peine parce qu'on a eu affaire à des situations comme celle-là. Alors, c'est peut-être un peu limite, mais vous voyez la difficulté
entre la volonté d'une entreprise de soutenir ce projet parce qu'il a du sens socialement, économiquement, etc., et après ça, le processus de décision et l'intégration d'un dispositif de cette nature dans une véritable politique d'intégration des jeunes et de renouvellement de la main-d'œuvre par l'alternance. Ça ne va pas de soi du tout. Et donc, le dispositif a démarré. Nous avons accueilli la 3e promotion en septembre dernier. Nous avons ouvert non seulement à Paris, mais ça y est, la première promotion a été accueillie en Bretagne, à Saint-Brieuc. Donc on ne peut pas dire que le dispositif ne marche pas. Pédagogiquement, c'est une expérience absolument passionnante. J'enseigne moi-même dans cette école parce qu'il ne s'agit pas simplement de monter des projets, mais aussi de voir comment ces jeunes fonctionnent, comment on peut leur apprendre, quels sont les obstacles à l'apprentissage. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais leur enseigner, je le fais encore demain parce que je leur fais un projet autour des théories d'évolution, etc., j'y vais avec bonheur. J'y vais avec bonheur. Mais voilà, c'est une expérimentation sous bulle. On a du mal à la développer. On a du mal à avoir de vrais partenariats avec les entreprises. Il faut pourtant progresser dans ce sens. Alors un mot encore à propos de Vaucanson. J'ai découvert quelque chose de tout à fait intéressant avec les gens d'EDF. EDF a été un des partenaires presque immédiats dans cette opération. La première année, ils ont pris 5 jeunes en apprentissage. Et EDF est venu refrapper à notre porte il y a quelques mois en disant « Mais après tout, nous avons déjà dans l'entreprise, à EDF ou à ERDF, des jeunes qui ont été embauchés avec un bac pro. Ils sont là depuis 4-5 ans. Or, chez EDF, vous le savez, il y a une tradition qui est de favoriser la promotion sociale à l'intérieur de l'entreprise. Ne serait-ce que pour une raison, c'est que quand on rentre à EDF, en général, on y prend sa retraite aussi. Et donc, il faut bien faire monter les gens qu'on a recrutés à un bas niveau et pas simplement recruter latéralement des ingénieurs pour les postes d'ingénieurs, etc. Parce qu'au bout d'un moment, vous figez toute l'échelle sociale et quelque part, c'est démotivant pour les salariés. Donc, il y a une tradition forte de promotion sociale extrêmement soutenue par les syndicats. Donc, on a réussi à EDF à monter des dispositifs très originaux, très intéressants pour faire passer des gens du collège maîtrise dans le collège cadre. Ça marche. Mais faire passer des gens qui sont dans le collège exécution jusqu'au collège maîtrise, etc., ça, c'est plus difficile, on ne sait pas très bien faire. Alors, a fortiori, les faire passer du collège exécution jusqu'au collège cadre avec des parcours longs, là, encore plus difficile. Et les gens d'EDF se parlent entre eux de temps en temps, et donc ceux qui s'occupent de formation professionnelle ont parlé à ceux qui s'occupent d'alternance et d'apprentissage, et tout à coup, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à Vaucanson des bacheliers professionnels qu'on a recrutés il y a 5 ans, 6 ans, et qui vraiment sont prêts aujourd'hui à franchir une marche supplémentaire. Donc vraisemblablement l'année prochaine, nous allons mélanger 2 publics à Vaucanson, des jeunes en formation initiale engagés dans ce parcours jusqu'à la licence et jusqu'au master, et, j'allais dire, des adultes, parce que cette fois il s'agit bien d'adultes, qui ont déjà une expérience en entreprise, qui n'ont peut-être pas le même regard et les mêmes manières d'apprendre, mais qui vont se mélanger aux jeunes en formation initiale dans un cursus de formation identique et toujours dans un principe qui est celui de l'alternance, même si statutairement, ces salariés d'EDF que nous allons accueillir, ils seront avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Voilà, donc expérience tout à fait intéressante que nous cherchons évidemment à partager, non pas simplement à diffuser, mais nous inventons des choses sur le plan pédagogique que nous aimerions bien faire partager à d'autres. Et puis, autre expérience à laquelle Yannick a fait allusion, j'en dis juste un mot, il a parlé du dispositif ELSA. Alors, ELSA, de quoi s'agit-il? Ça se décline étudiant en lettres et sciences sociales en alternance. Et l'idée nous en est venue au CNAM parce qu'un jour, l'administratrice générale du CNAM, Madame Laurence Paille-Jeannet, discutait avec le président de Paris 4, Sorbonne, etc. Et ils se sont demandé si on ne pouvait pas faire des projets ensemble, comme il le disait en blaguant, entre la plus vieille université française et le plus vieil établissement de formation continue, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des beaux bébés? Je ne suis pas sûr que c'est en mariant les vieillards qu'on fait les plus beaux bébés, mais voilà, l'idée c'est quand même on va faire des choses ensemble. Oui, mais quoi? Et à ce moment-là, le président de Paris 4 dit, mais nous avons quand même un problème avec des jeunes qui ont suivi des filières de formation en sciences sociales, en lettres, en littérature comparée, en sociologie, en sciences politiques, en philosophie politique, etc. Tous ne vont pas vers les concours d'enseignement, tous ne peuvent pas les passer d'ailleurs, et donc quand ils veulent se diriger vers le monde de l'entreprise, on a un problème, est-ce que vous ne pourriez pas leur donner une formation complémentaire au CNAM? Et reprenant un peu la balle au bond, j'ai dit non, c'est pas une formation complémentaire qu'il faut leur donner. C'est les mettre en contact avec les réalités du travail, parce que quand vous avez passé 5 ans à faire de la philosophie politique, vous savez pas forcément toujours ce que c'est qu'arriver à l'heure dans l'entreprise, par exemple, des petits détails comme ça. Bon. Donc il faut les mettre en situation de travail. Et en même temps, il faut continuer à leur donner des éléments de connaissance dont ils ont besoin pour avoir un minimum d'autonomie dans les fonctions qu'on va leur confier à l'intérieur de l'entreprise. Donc nous nous sommes servis du contrat de professionnalisation. Nous avons été voir les entreprises et nous leur avons dit, quand vous recrutez, quelles sont les qualités que vous cherchez? Capacité de synthèse,
capacité d'autonomie, d'adaptation, sens du leadership, des gens qui aient l'esprit critique, des gens qui soient portés vers l'innovation. Ah bon, c'est intéressant, pourquoi est-ce que vous embauchez que des clones qui sortent des écoles de commerce alors? Vous savez, nous on a des gens là, à l'université, ils savent raisonner, ils savent synthétiser, ils savent... Oui, mais enfin, je ne vais pas quand même prendre quelqu'un qui a fait de la littérature comparée ou de la sémiologie, parce que qu'est-ce que vous voulez... Vous n'arrêtez pas de dire que les éléments techniques et la technicité, c'est ce qui s'apprend le plus facilement. Ce qui est intéressant, c'est la posture. Oui, mais la posture, attendez, ils se coupent les cheveux en quatre, etc., etc. Oui, mais ils ont vraiment envie d'aller dans l'entreprise. Et puis si vous les prenez en contrat de pro, il n'y a pas de risque. Et puis la technicité, vous nous dites quelle mission vous leur confiez, et on prend dans le catalogue des formations du CNAM, dans le catalogue des formations de Sciences Po, qui était notre partenaire, les unités d'enseignement qui sont pertinentes par rapport aux missions que vous leur confiez, et puis ils vont passer un an comme ça. Voilà. Alors, là encore, on a retrouvé un certain nombre de RH ou de grands patrons qui nous ont dit « mais c'est vraiment intéressant, parce que nous, on a besoin de diversifier nos profils. On ne prendra pas que des gens qui ont fait de la philosophie politique, non. Mais en avoir un ou deux dans une équipe, de temps en temps, ça aide. » Voilà. Alors, la première personne qu'on a recrutée dans ce dispositif, je m'en souviens encore, était tout à fait sympathique. Elle avait vu un petit papier dans la presse disant qu'on allait lancer ça. Elle se débrouille pour trouver mon numéro de téléphone, ce qui était déjà une preuve de débrouillardise et d'autonomie tout à fait importante. Et elle me dit, j'ai vu votre truc, ça a l'air intéressant, qu'est-ce que je fais? Je dis, venez me voir. Alors on discute 1h30. Elle sortait d'un Master 1 de philosophie politique, étudiante très brillante, à qui on proposait de faire son Master 2 en partenariat avec une université anglaise pour faire une thèse sur Locke ou sur Hobbes, je ne sais plus exactement. Bon, fille très brillante. Elle me dit, mais moi j'ai pas envie de faire d'enseigner la philosophie politique, j'adore, je continuerai à en lire toute ma vie. Mais c'est pas mon métier. Mon métier, j'aimerais bien aller vers l'entreprise, mais je ne sais pas ce que c'est que l'entreprise. Bref, on discute 1h30, et au bout, je lui dis, écoutez, voilà, c'est simple. Vous me dites ce que vous voulez faire dans l'entreprise et moi, je vous trouve le contrat de professionnalisation. Elle m'a regardé en disant, il a fumé la moquette, hein, le garçon. Et puis finalement, elle me dit, puisque vous me mettez au défi, moi, il y a un truc qui m'intéresserait, c'est un poste autour de la question de la santé des salariés. J'ai compris beaucoup plus tard pourquoi. Parce qu'un copain de son père travaillait chez Otis et s'occupait de sécurité au travail. Il dit, tiens, dans l'entreprise, on ne fait pas que du commercial, on ne fait pas que presser le citron, presser le burnou, faire suer le burnou à des salariés dans les ateliers. On s'occupe aussi de choses comme ça, de conditions de travail, etc. Elle en avait une idée floue, mais je dis, ça a l'air intéressant. Et en plus, ma tournure d'esprit fait que je serai à l'aise là-dedans. Bon. Alors je téléphone au responsable des questions de santé au travail et de sécurité chez Veolia, que je connaissais bien. Je lui dis, écoute, je t'envoie quelqu'un. Oh, non, mais j'ai pas de poste, moi. Non, contrat de pro, je me suis mis d'accord avec le DRH. Ah bon, je veux bien, je vais y réfléchir. Le lendemain, il me dit, tiens, si elle accepte de s'occuper de la question de l'intégration des handicapés, c'est un sujet sur lequel elle n'a pas assez travaillé. Je rappelle cette jeune femme et je lui dis, est-ce que ça vous intéresse? Hop, elle vient le lendemain. Elle fait 1 an en contrat de pro. Et au bout de 6 mois, 7 mois, je la croise à nouveau. Je dis, alors, comment ça va? Ça vous plaît? Ah oui. Puis alors, attendez, j'ai découvert ce que c'était que faire DRH. Mais c'est ça mon métier. Moi, j'ai envie de faire des ressources humaines. L'année suivante, elle a été à Paris 1. Elle a fait un Master 2 où elle a été intégrée directement, au vu de l'expérience qu'elle avait chez Veolia, un Master 2 en RH. Bon, voilà, passionnée par ce qu'elle faisait. Alors, la fin de l'histoire est quand même assez spectaculaire parce que une fois qu'elle a obtenu son Master 2, etc., je lui dis, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez avoir un poste chez Veolia? Non, je me suis marié. Oui, ça arrive à tout le monde. Hein. Félicitations. Oui, mais mon mari vient de trouver un poste à Dubaï. Aïe. Alors j'appelle le responsable international de Veolia et je lui dis donc, on n'est pas implanté là, du côté de Dubaï, dans le golfe Persique, etc. Ah, attends, c'est intéressant parce qu'ils m'ont dit qu'ils cherchaient peut-être des gens. Il appelle à Dubaï, on dit, ah ouais, quelqu'un qui est disponible immédiatement, qui parle couramment anglais, qui a un DRH en ressources humaines, on a un embryon de fonction de ressources humaines, on cherche à la développer, si elle est disponible dans 2 mois, on la prend. Elle vient de passer 3 ans à Dubaï, elle en revient là, ces mois derniers. Bon, voilà des beaux parcours. Alors, j'insiste sur une chose qui est essentielle parce que ce dispositif-là, qu'on a été obligé d'arrêter provisoirement au CNAM pour des tas de raisons, il montre que l'alternance, c'est pas simplement bien penser une pédagogie quand on est prof et bien penser une intégration et un tutorat quand on est dans l'entreprise, c'est penser toute l'ingénierie qui va autour. Le dispositif ELSA, comme le dispositif Vaucanson, ne fonctionne que parce que ceux qui font tourner ce dispositif dépensent une énergie absolument considérable à trouver les bons tuteurs, à convaincre l'entreprise, à définir les profils qu'on recherche, à chercher le bon diplôme, etc., etc. Tout ça, toute cette ingénierie, c'est un vrai métier. Et malheureusement, il est encore aujourd'hui insuffisamment développé. Je ne doute pas qu'à travers la démarche club qui est en train de se monter ici à l'initiative du CNAM, c'est ce professionnalisme-là que vous allez développer. C'est pas simplement faire de la philosophie sur l'alternance. C'est voir comment est-ce qu'on apprend à travailler, faire travailler ensemble les différents acteurs qui concourent à l'alternance et petit à petit
développer ce professionnalisme qui consiste non pas à définir un beau diplôme, à monter des unités d'enseignement et définir des horaires et des programmes, mais à co-construire ce qui est un véritable parcours dans lequel le jeune transforme son identité, acquiert de l'autonomie et trouve petit à petit la place qui est la sienne dans le monde des entreprises. En tout cas, c'est tout le bonheur que je souhaite à ce club. Merci de votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Je ne voudrais pas mordre sur le temps des ateliers, mais si on peut poser une ou deux questions, peut-être que je passe à ce moment-là la parole à la salle. S'il y a des questions, il y a 2 micros. Voilà. Merci pour cette intervention. Je suis Christian Gérard, je suis enseignant-chercheur à Nantes, à l'université, et passionné par, très satisfait de vous avoir entendu, réentendu en fait, et parce que je pense que l'alternance, c'est pas vraiment ce qu'on pense, c'est plus que ce qu'on pense. C'est pas simplement le passage sur le terrain et le passage à l'école, c'est pas seulement le passage à l'école et le passage sur le terrain, mais il me semble que c'est l'interface entre les deux qu'on ne sait pas vraiment assumer. C'est-à-dire que l'alternance c'est pas 2, l'alternance c'est 3. Et je crois que ça c'est très très important, je voulais le dire ici. Je pense qu'il y a une autre dimension, moi, qui me semble extrêmement importante, c'est l'alternance qui nous renvoie souvent au dispositif, à des choses un peu de cette nature, même si les choses ont évolué comme vous l'avez souligné, mais pour moi l'alternance c'est aussi la formation tout au volume de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une forme horizontale de l'alternance, une forme un peu diachronique du temps qui passe, mais l'alternance pour moi aussi c'est du temps qui pense, du temps qui se réfléchit, et c'est pour moi l'alternance elle a quelque chose à voir avec la formation tout au volume de la vie, plus peut-être que tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est une alternance qui considérait dans le fond au présent l'histoire et le futur. Et c'est ce mouvement-là que parfois nous avons quelques difficultés à... Je vois depuis les expériences que j'ai rencontrées, le mot expérience est central d'ailleurs, qu'il est extrêmement important d'accompagner peut-être plus que de former, peut-être plus aussi que d'enseigner, même si les 3 éléments sont importants, l'enseignement, la formation, l'accompagnement, justement pour faire bouger la réflexivité des personnes, faire en sorte que la formation ne soit pas simplement une approche déductive, mais autant une approche inductive qui part de l'expérience. Et ça, sachons-nous vraiment conduire ces choses-là. Je pense que c'est un travail qui n'aura jamais de fin et qui est toujours on a toujours besoin de poursuivre un peu cette action qui est d'une grande richesse et qui satisfait le monde en fait. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Je suis dans un cheminement. Ma carrière universitaire, je l'ai faite sur l'alternance et c'est vraiment quelque chose qui me tient toujours. Mais quand je vois les formes de développement de l'alternance, parfois je m'interroge. Voilà, c'est une chose, un témoignage un petit peu que je voulais vous renvoyer. Oui, témoignage tout à fait intéressant. Je partage tout à fait votre point de vue, vous en doutez bien. Deux petites remarques dans la foulée de ce que vous venez de dire. D'abord, effectivement, je pense que si un jeune est passé par une formation en alternance un peu significative et longue, etc., il doit effectivement rester des traces par la suite. C'est-à-dire la manière de se comporter professionnellement, la manière d'aller chercher de l'information, la manière de mettre en tension un raisonnement formel et puis la situation pratique, etc., n'est probablement pas la même, y compris en cours de vie professionnelle, en milieu de vie professionnelle, etc., quand on a été effectivement au départ formé par l'alternance. On n'a pas la même façon d'aborder les choses. Bon. Et donc, je pense que ça c'est important parce que, effectivement, l'alternance c'est pas simplement une simple modalité pédagogique qui, dans certaines circonstances, serait réputée meilleure que d'autres. C'est une façon de forger une façon d'être dans la vie au travail. Ça, j'en suis absolument convaincu. La deuxième chose que je voudrais observer, c'est que, au fond, il y a une parenté très forte, j'en suis de plus en plus convaincu, même si ça n'a pas été construit intellectuellement comme ça au départ, il y a une parenté extrêmement forte entre l'alternance et la validation des acquis de l'expérience. Parce qu'au fond, ça repose sur le même principe. L'idée que toute sa vie, on aura à garder une traçabilité de ce qu'on a fait. Qu'on aura à être, pour reprendre l'expression d'Argyris Session, un praticien réflexif. Prendre distance par rapport à son expérience pour, à un moment donné, être capable de la valider et donc de la valoriser.
Ça, c'est quelque chose qu'un alternant apprend à faire. Donc, un jour, s'il a validé les acquis de son expérience, il sera de plein pied avec cette démarche. Quelqu'un qui a été formé dans un cadre plus classique, traditionnel, académique, etc., quand on lui demande de rentrer dans une démarche de validation des acquis de l'expérience, il est beaucoup plus mal à l'aise. Donc je pense que les deux dispositifs vont dans le même sens. Ça n'est pas un hasard, j'ai eu l'occasion, quand j'étais directeur de cabinet de secrétaire d'État à la formation professionnelle, d'avoir une très très longue discussion avec Bertrand Schwartz, que je connais depuis très longtemps. Et donc Bertrand Schwartz m'a dit, mais fonce sur la VE, c'est vachement bien. C'est un peu ce que j'essayais de faire quand je faisais des unités capitalisables au QCES à Nancy il y a 20 ans de ça. Et rappelons-nous que Bertrand Schwartz est aussi un de ceux qui a beaucoup contribué à promouvoir l'alternance. Donc il y a des parentés entre tout ça. Mais c'est contre-culturel par rapport à la culture dominante du système français, qui une fois de plus est quand même très largement dominé par une vision académique du système d'enseignement, quoi. Madame, oui. Merci. Bonjour, Laurence Bachelier, EDF. Donc, j'ai entendu avec attention donc les informations. Effectivement, on est engagé auprès de l'école Vaucanson. Ma question, c'était de savoir si au moment de préparer ce projet de l'école Vaucanson, vous aviez envisagé des cursus avec plusieurs entreprises. C'est-à-dire que le jeune, puisque le temps de 5 ans est long, et effectivement pour une entreprise c'est long, 5 ans, c'était d'imaginer des cursus au sein de plusieurs entreprises pour découper ce temps long. Oui, tout à fait. D'abord pour une raison très pratique, qui est celle que vous évoquez, l'engagement d'une entreprise pour 5 ans avec un jeune, c'est pas évident. Mais aussi pour des raisons qui sont des raisons, j'allais dire, pédagogiques. C'est bien qu'un jeune change de contexte, change d'entreprise, et qu'il ne fasse pas tout son parcours à Vaucanson dans la même entreprise. Alors certaines entreprises partenaires du projet nous ont dit, mais après tout, nous, on accompagne certains jeunes jusqu'à la licence, on les passera peut-être dans d'autres entreprises, mais on est prêt à accueillir pour les années de master des jeunes de Vaucanson, mais qui étaient dans une autre entreprise avant. Au fond, il faut qu'il y ait une sorte de partenariat entre les entreprises qui sont impliquées dans le projet pour qu'elles acceptent de faire ça. Il y a peut-être d'autres entreprises qui nous prendront des jeunes quand ils auront obtenu leur licence. Ceux qui auront obtenu leur licence, tous ne l'obtiendront pas, bien évidemment, parce qu'ils diront, tiens, des jeunes formés différemment. Nous, justement, on est en train de réfléchir à des profils un peu différents pour occuper des fonctions de responsable de projet, pour occuper des fonctions de responsable de chantier, etc. Ça nous intéresse de prendre ces jeunes-là. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien 5 ans en apprentissage, mais pas nécessairement dans la même entreprise. D'ailleurs, pour la première promo, qui était une promo à faible effectif, on va se trouver face à des difficultés pour dès l'année prochaine les mettre dans des masters, et donc on va probablement leur faire une sorte d'année de rupture, peut-être en essayant de faire en sorte qu'ils aillent travailler à l'étranger pendant 1 an, etc., pour qu'ils finissent de se déterminer dans leur choix professionnel et qu'ensuite on les amène vers un master. Sachant d'ailleurs que certains ont découvert en passant leur vraie vocation. Moi, j'ai été stupéfait de voir que, par exemple, dans la promo qu'on a accueillie l'année dernière, il y a un jeune qui n'était pas particulièrement préparé à tout ce qui était gestion, comptabilité, etc., mais qui a découvert ce que c'était et qui a dit, mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la comptabilité. Donc, je vais aller jusqu'à la licence, mais après, je ferai un master, enfin, j'irai vers une formation en comptabilité. Ça tombe bien, on a des formations en comptabilité au CNAM, donc il ne va pas suivre une espèce de master un peu mou, tutti-frutti, etc. Il va aller vers un master en comptabilité. Simplement, on continuera, nous, à l'accompagner, parce que s'il y a encore des déficits de connaissances de base, de connaissances qui sont nécessaires pour s'engager dans un master qui est assez exigeant, on continuera à donner à ce jeune-là toutes les bases dont il a besoin. Donc vous voyez que c'est aussi un peu des parcours personnalisés, etc. Donc une fois de plus, vous voyez ce que ça coûte en termes d'ingénierie. Vous demandez à un professeur d'université, un professeur d'enseignement supérieur, un maître de conférence, de s'impliquer dans un dispositif comme celui-là. Il dit, attendez, moi, c'est fini, hein, j'ai fait mes 160 heures réglementaires. Non, attendez, là, la vie commence après vos 160 heures, cher ami. Hein. L'ingénierie du dispositif, parfois, on est encore en train de la monter à 9h ou 10h du soir. Ah oui, mais mes publications. Bah oui, ok, dans ce cas-là, vous venez pas à Vaucanson. Il n'y a pas, dans les enseignants qu'on a recrutés à Vaucanson, je crois que je suis le seul ayant un statut universitaire. Et encore, je suis professeur titulaire de chaire au CNAM, ce qui est un peu bâtard dans le monde universitaire. Mais tous les autres, on a pris des profils complètement différents. Sinon, ça ne colle pas. On a essayé de prendre, y compris des professeurs qui venaient des professeurs de lycée professionnel. Bon,
quelque part, cette pédagogie de l'alternance, ils la connaissent trop mal. Et donc, finalement, on a pris des jeunes ayant un profil tout à fait différent, avec qui il y a de la passion, avec qui ça marche très bien. Bonjour, je m'appelle Floris Jean. Je suis actuellement auditrice au CNAM. Je termine un cursus de responsable de projet de formation. Après une formation initiale en histoire, avec un niveau Bac+5, une expérience professionnelle dans la banque de 5 ans en tant que cadre. Et votre intervention sur l'alternance m'amène à 2 remarques et une question. La première remarque, c'est que quand vous avez parlé d'orientation scolaire, vous avez fait référence à la réussite des élèves comme critère pour orienter sur des filières Bac Pro ou CAP, BEP, etc. Et donc, ce serait un critère d'échec scolaire, on va dire, au niveau du collège. Et puis, un critère de réussite après pour orienter vers les filières générales. Bon, ce que j'ai vu, en tous les cas, moi, quand j'étais à l'époque au collège, c'est que derrière ces choix-là, il y a aussi une forte discrimination sociale et économique. Que finalement, en France, il y a aussi un terrain économique, social et politique qui, pendant des années, a fait que des jeunes sont partis en alternance, souvent de certaines catégories sociales. La deuxième remarque, c'est à propos de votre référence à l'Allemagne et au type et aux choix qui ont été faits en matière d'alternance, d'apprentissage et de formation professionnelle. Il me semblait que à la fin du collège, enfin de l'équivalent du collège en Allemagne, on effectuait un certain nombre de tests pour déterminer quelle filière les jeunes pouvaient suivre. Donc, en gros, tout le monde ne va pas au gymnasium, au lycée. On oriente certains jeunes assez rapidement sur des questions de niveau et pas forcément sur des questions de préférence sur des filières d'apprentissage. Du coup, vu qu'on se pose la question de savoir si l'alternance est une filière d'excellence, je me pose la question, et je vous la pose également, de savoir comment on peut rentrer dans un institut comme l'Institut Vaucresson, dont vous avez beaucoup parlé. Si c'est une filière d'excellence, quels sont les critères et les modalités pour des jeunes pour rentrer dans ces filières? Oui, une ou deux réactions, puis une réponse à votre question. Sur l'Allemagne, c'est vrai qu'on a fait souvent un reproche au système allemand, c'est de sélectionner précocement. Puisque vous avez raison de dire que l'orientation soit vers une filière de type universitaire, soit vers le système dual, soit vers les écoles professionnelles à plein temps, si j'ose dire, se fait en fonction des résultats scolaires dans l'enseignement secondaire. Alors vous appelez ça test, oui, il y a une partie test, mais enfin il y a l'ensemble des résultats qui sont pris en considération. Donc il y a au fond un mécanisme de sélection et de tri qui se fait au sein même de l'enseignement secondaire, et après on est dirigé vers l'une de ces voies. Donc on a reproché ça au système allemand. Certes, il a ses vertus, puisque quand vous êtes orienté plutôt vers le professionnel, parce que dans ces fameux tests et l'enseignement secondaire, vous n'avez pas eu l'Abitur, qui est le diplôme le plus prestigieux, etc. Mais vous voyez qu'au bout, finalement, vous avez une réussite professionnelle devant vous. Vous n'avez peut-être pas la même forme d'intelligence, vous n'allez pas exercer exactement les mêmes jobs, mais la possibilité de réussir dans la vie professionnelle est à peu près égale, pas tout à fait. Il est vrai, hein, les enquêtes montrent que c'est pas tout à fait égal. Mais elle est pas significativement différente par rapport à ceux qui sont passés par la voie, j'ai mis des guillemets, de prestige, qui est la voie universitaire. Bon, avec une difficulté, c'est que dans le système allemand, en plus, vous avez peu de sorties du système universitaire à des échelons intermédiaires, si je veux dire, vous allez forcément jusqu'au bout, très loin, etc. Bon, je rentre pas dans les détails, je vous donnerai les références d'un article qui décrit très très bien tout ça, si ça vous intéresse de le creuser. Je voulais simplement conclure sur ce point-là, sur cet aspect des choses. Vu par un Français, on dit, mais regardez, c'est méchant parce qu'on sélectionne en amont. Et donc on oriente les gens en fonction des résultats scolaires de manière précoce. Nous, en France, c'est pas ça. On donne toujours une première chance, une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Mais nous sommes les horaces et les curiaces. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez qui obtient un emploi satisfaisant à la sortie du système éducatif,
vous vous rendez compte qu'effectivement, ce sont plutôt ceux qui sont passés dans les filières les plus prestigieuses en France, et que ceux-là sont d'un milieu social qui est en général un milieu social aisé. Autrement dit, en termes de mécanisme de reproduction des positions sociales, le système allemand est probablement beaucoup moins inégalitaire que le nôtre, qui se veut facialement le plus égalitaire possible. Le collège unique, l'accès à l'université pour tous les bacheliers professionnels, etc. Mais c'est un peu un vaste système de distillation fractionnée. Tout le monde a le droit d'aller le plus haut possible, mais chaque année on en dégage quelques-uns sur la touche. Et on finit par se rendre compte que ceux qu'on dégage précocement sont aussi les jeunes issus des milieux populaires. Donc ça rejoint aussi votre remarque sur l'orientation scolaire, la discrimination, etc. Je constate d'ailleurs à propos de l'école Vaucanson qu'en région Île-de-France, c'est un peu moins vrai pour la promotion qui vient d'être recrutée en Bretagne, mais en région Île-de-France, 4 jeunes sur 5 des 3 promotions que nous avons accueillies ont des noms en consonance étrangère. Vous regardez la population des bacheliers professionnels en région Île-de-France, ils sont presque toujours d'origine étrangère. Alors, 2e, 3e génération, etc., tout ce que vous voulez. Mais là, on voit bien comment on oriente vers le professionnel des jeunes qui, pour certains d'entre eux, sont très astucieux, très malins, mais qui n'ont pas tous les critères culturels, les critères académiques qui font qu'ils sont, a priori, plutôt voués à aller vers les filières les plus prestigieuses. Alors, justement, vous posez une question sur quels critères de sélection on a à Vaucanson. Au fond, assez simple. On leur fait passer 2 petits tests très rapides pour savoir s'il n'y a pas, dans le domaine de la compréhension d'un texte et de l'écriture, des déficits qui soient tels que nous passions l'essentiel de la première année à faire du rattrapage, entre guillemets. Et on fait la même chose sur des questions de raisonnement mathématique. C'est un simple test de vérification qui nous réserve parfois des surprises, parce qu'on a pu constater qu'un certain nombre de jeunes, y compris parmi ceux qui avaient passé le petit test et qui sont rentrés à Vaucanson, avaient, si on veut raisonner en termes de niveau de maths, quelque chose comme un petit niveau classe de 5e. Je ne sais pas ce qu'on leur apprend au lycée professionnel, mais je suis quand même assez stupéfait. Je ne parle pas de la capacité rédactionnelle. Bon, les participes passés qui sont marqués avec des ER comme si c'était des infinitifs, c'est d'une banalité effrayante. Mais des phrases où on cherche le verbe et le complément, ça existe aussi. Donc on a parfois de réels problèmes avec cette population. Mais vous voyez que nous ne faisons pas passer un système le filtre que constituent les tests ne cherche pas à repérer une excellence académique, puisque justement nous voulons faire l'inverse. L'élément principal dans la sélection, c'est un entretien oral que nous avons avec les jeunes qui se présentent, et qui est un entretien, nous sommes 2, un enseignant de Vaucanson et quelqu'un d'une de nos entreprises partenaires. Et ce qu'on cherche à repérer à travers cet entretien, c'est la compréhension que le jeune a de ce qu'on lui propose, de la hauteur du mur qu'on lui demande de franchir en 5 ans, et de son envie de rentrer dans une pédagogie de cette nature-là. Et finalement, notre petit système de recrutement, un peu bricolé, marche pas si mal que ça. J'ai l'impression qu'on a dû faire depuis, sur les 3 promos qu'on a là, j'allais dire 2 erreurs de recrutement de jeunes qui manifestement n'étaient pas à leur place là, qui l'ont dit assez vite et puis qui finalement sont partis. Les autres, non. Je pense que globalement, on ne s'est pas trompé. Voilà, donc c'est pas du tout un système sélectif. Ça pourrait le devenir, et on serait obligé d'y réfléchir, si l'école Vaucanson avait une notoriété telle que nous croulions sous les candidatures. Pour le moment, comme on a peu communiqué autour de ce projet, il y a des candidatures en nombre relativement modeste. Nous avons voulu, c'est pas inintéressant que je précise ça, au démarrage, travailler en étroite liaison avec les lycées professionnels, en leur disant, c'est à vous de nous dire, notamment les professeurs principaux, quels sont les jeunes que vous voyez rentrer dans ce cursus-là, ceux qui ont vraiment envie de relever ce défi-là, et dont vous vous dites, ils ont suffisamment de curiosité d'esprit, d'éveil, etc., pour vraiment avoir envie de participer pleinement à ce projet pédagogique. Au début, beaucoup nous ont dit oui. Et puis finalement, ils nous ont envoyé très peu d'élèves. Alors quand on essaie de comprendre pourquoi, on se dit, ah oui, mais celui-là, il est bon, on va se le garder pour notre BTS. Bon, voilà, la messe est dite. Donc finalement, on recrute assez peu par l'intermédiaire des lycées professionnels. Un petit peu plus en Bretagne, où là, il y a un partenariat plus serré qui s'est mis en place petit à petit. Mais en Île-de-France, on a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Bonjour, Philippe Quenant. Moi, je suis consultant formateur. J'interviens comme tuteur, parfois des 2 côtés. Parfois pour l'école, parfois pour l'entreprise, parce que je suis dans les 2 à la fois. Et la réflexion que je voulais amener, c'est au niveau du rythme. Qui dit alternance dit rythme d'alternance. Il y a du 6 mois, 6 mois, il y a du 1 mois, 1 mois, il y a du 3 jours, 7 jours, il y a du 1 semaine, 3 semaines. On rencontre de tout. On s'aperçoit qu'il y a des rythmes qui sont plus ou moins adaptés à certaines formations. Et de ce côté-là, j'ai l'impression que les rythmes sont dictés
par les besoins et les envies des centres de formation, beaucoup plus que par les besoins des entreprises. Oui, alors, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais j'ai comme lu et entendu un certain nombre de considérations sur le sujet. Je n'en ai pas acquis une conviction ferme. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse dire, oui, l'alternance, il y a un bon rythme qui est celui-là. Selon le niveau, la nature de la formation, le type d'entreprise dans lequel on vise à intégrer les jeunes à travers l'alternance, les rythmes peuvent être différents. Il n'y a pas de solution miracle. Bon. En même temps, je crois qu'il faut être attentif à un certain nombre de choses. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur les processus de mémorisation, de répétition, de répétabilité, etc., etc., ça, c'est important. Je le constate, y compris avec les élèves de Vaucanson. À Vaucanson, on a choisi un rythme plutôt long. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur quasiment 2 mois en entreprise, quasiment 2 mois en centre de formation. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils exercent vraiment leur métier. Et s'ils l'exercent comme ça, un jour sur 2 ou une semaine sur 2, etc., on ne peut pas leur confier vraiment des responsabilités dans l'entreprise. Alors après, ça dépend des entreprises. Il y en a certaines qui s'adaptent très bien à ça, qui trouvent c'est super, d'autres qui nous disent c'est pas si évident que ça. Bon, peu importe. Pour le moment, on reste calé là-dessus. Ce que je constate, c'est comme on a une pédagogie par projet pendant qu'ils sont en centre de formation, il faut que les projets ils aient exactement la durée des 2 mois pendant lesquels on les a sous la main. Un projet qui est à cheval sur une première séquence de 2 mois, qu'on laisse au frigidaire et qu'on reprend 2 mois après, ça marche pas. C'est très clair. Donc, il faut être attentif à tout ça. Et effectivement, avoir un rythme qui facilite cet aller-retour qui est souvent extrêmement difficile pour les jeunes. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça n'est pas simple du tout de passer d'un univers à un autre. D'où la tentation, effectivement, de certains organismes de formation, vous connaissez ça certainement mieux que moi, de faire purement de l'alternance juxtapositive, quoi. On ne tient pas compte, dans les formations données, dans les enseignements donnés, des situations de travail. Et inversement, l'entreprise n'interroge pas le jeune sur les progrès qu'il a fait en termes de connaissances. Il dit, ah, tiens, si tu as appris ça, alors c'est intéressant, je peux peut-être te confier ça aussi. Le double tutorat, puisque vous dites que vous avez été tuteur des 2 côtés, ça m'est arrivé aussi d'être tuteur des 2 côtés, c'est très important de ce point de vue-là. Le dialogue entre les 2 tuteurs, pour voir comment petit à petit on accompagne un jeune dans sa progression professionnelle, c'est essentiel. C'est très consommateur de temps aussi, mais il n'y a pas d'alternance réussie sans ça, indéniablement. Rappelons aussi, puisque nous avons évoqué l'Allemagne à plusieurs reprises depuis le début de cette matinée, qu'une des premières choses qu'ont fait les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont vraiment consolidé tout leur système de formation par alternance, ça a été de dire qu'il y a un rôle absolument central des maîtres d'apprentissage et de les former. Donc être maître d'apprentissage en Allemagne, d'abord c'est une forme de dignité professionnelle, c'est-à-dire que vous avez été reconnu comme un professionnel excellent puisqu'on vous confie cette fonction, et d'autre part parce que effectivement vous êtes véritablement préparé à cette fonction et en lien très régulier avec le corps enseignant dans les centres de formation. On va peut-être conclure la conférence, parce qu'il pourrait y avoir d'autres questions tout à l'heure au niveau des tables rondes. Ah, peut-être une dernière alors. Je répondrai rapidement. Dernière question. Merci Isabelle Coco, en charge de l'apprentissage à la région Pays de la Loire. Ma question ferait sans doute certainement l'objet presque d'une nouvelle intervention, à savoir, déjà vous remercier pour votre intervention qui réinterroge vraiment le dispositif et la posture de chacun des acteurs. Ceci étant, on sent bien qu'aujourd'hui, avec Vaucanson, avec Elsa, on est sur de l'expérimentation. Quelles seraient vos préconisations pour véritablement réinterroger l'ensemble du système et aboutir à ce qui n'existe pas aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, la construction d'un modèle partagé par tous qui fasse qu'on ne soit pas sur de l'orientation par défaut, sur une école où on oppose l'académique et la situation professionnelle. Voilà, j'ai le sentiment qu'on a besoin d'être véritablement créatif. On est à la veille d'une loi sur la refondation de l'école. Voilà, quelles seraient vos préconisations? Mais c'est sans doute une autre... Effectivement, ça pourrait nous amener très loin, mais ma réponse va être simple. Je vais vous laisser en partant ce numéro de la revue Éducation permanente dans laquelle j'ai pris le risque de faire un certain nombre de propositions. Mais comme ce numéro est paru, j'ai plus la date exacte, mais au moment où est en train de s'opérer le changement politique, je me suis dit, tiens, avec un peu de bonheur, les propositions que j'ai faites là vont être prises. Mes propositions étaient manifestement nettement trop ambitieuses, et donc pour le moment, elles sont un peu restées dans un coin d'un placard. Si je résume en 2 mots, j'avais dit, mais au fond, toute formation professionnelle jusqu'au niveau BTS et BTS inclus
devrait être faite en alternance ou contrat de travail en France. Le problème, c'est le financement. Vous êtes un conseil régional, vous le savez. Ma suggestion était de dire, concentrons toute la taxe d'apprentissage sur la formation à ces niveaux-là. Alors immédiatement, on dit, oui, mais qu'en est-il de la formation sous statut scolaire? Mais à la limite, les lycées professionnels devraient aussi faire de la formation en alternance ou contrat de travail. Si c'est simplement une question de chapelle, le CFA contre le lycée, c'est stupide. Par contre, qu'un lycée professionnel accepte de faire des formations de niveau 5, de niveau 4, et pour une part des formations de niveau 3, en apprentissage, en alternance ou contrat de travail, je trouve ça excellent. Et là, le conseil régional aura un rôle majeur pour petit à petit amener les lycées professionnels à s'ouvrir véritablement à l'apprentissage. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez les autres, parce qu'on a dit dans l'enseignement supérieur et au-delà, etc. Mais très bien. Dans ce cas-là, jouons sur des dispositifs de type contrat de professionnalisation et créons des parcours post-scolarité qui soient des parcours de vraie alternance avec un projet tutoré, etc., etc. Bon. Alors, ça à grande maille. Après, il faut rentrer dans les détails. Mais plutôt que de fusionner les contrats, comme on l'a dit régulièrement, je dis, mais non, ils ont chacun une vocation spécifique. L'apprentissage, c'est fait quand on apprend un métier jusqu'au niveau technicien, etc. Et le contrat de professionnalisation, il est idéal pour petit à petit apprendre à spécifier dans un contexte de travail déterminé ce qu'on a appris de manière relativement générale et sur un spectre de compétences assez large dans un cursus de formation d'enseignement supérieur. Voilà, donc ma proposition était un peu provocatrice, ça n'est pas tout à fait surprenant qu'elle n'ait pas été reprise. J'en ai discuté avec des présidents de conseils régionaux, notamment M. Denano, qui est président de la région Limousin, qui m'a dit c'est très intéressant ton truc, simplement moi, demain, je risque d'avoir tous les proviseurs et les enseignants des lycées professionnels à ma porte, etc., etc. Ils ne viennent me voir que quand tout à coup leurs classes se sont vidées, ils disent tiens, peut-être qu'on pourrait expérimenter l'apprentissage. Mais si leur classe ne se vide pas, ils veulent pas rentrer dans la logique de l'apprentissage. Donc là, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour petit à petit faire rentrer l'alternance dans les mœurs. Voilà, désolé, mais je peux pas vous répondre. Très bien, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, je souhaite vous remercier vivement pour votre introduction, votre intervention qui est introductive là au débat qui vont suivre. Je pense que les cas concrets qui ont été évoqués, mais aussi votre vision, la vision de Vincent Merle, donc de l'alternance, va permettre d'ouvrir vraiment le champ de réflexion et d'investigation de cette matinée. Donc, il y a 2 tables rondes à lesquelles vous êtes inscrits. Dans cet amphithéâtre, il y aura la table ronde numéro 1, animée par François Polidori, qui est directeur du pôle travail et développement du CNAM, sur les facteurs clés de succès de l'alternance. Donc, pour ceux qui sont inscrits à cette table ronde, vous restez dans cet amphithéâtre. La deuxième sur justement l'alternance filière d'excellence, donc animée par Alain Meyer, un directeur de la formation innovation au CNAM, et a lieu donc dans la salle 212 qui est au même étage, mais vous allez être guidés. Donc, je vous propose qu'on se retrouve après pour faire un bilan de ces 2 tables rondes en fin de matinée. À tout à l'heure.